Jackie Boy me dit « Arsenal qui humilie Manchester City, pensez-vous que Guardiola puisse être limogé ou son passé magique sur le banc de City le protège au moins jusqu'à la fin de la saison ?» Je pense qu'il faut avoir une sacrée paire de baloches pour licencier un entraîneur du niveau et de l'aura de Guardiola en cours de saison. Après, ok, tu le licencies, mais tu mets qui à sa place? Et qu'est-ce que tu peux avoir comme espoir de rétablissement mieux qu'avec lui? J'avoue que j'ai pas beaucoup d'idées à ce niveau-là. Je pense que de toute façon qu'il ira pas plus loin que la fin de la saison, parce que je pense qu'il est usé depuis longtemps. Et voilà, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu de voir. De toute façon, là, j'ai peur que la Ligue des Champions s'arrête dans ce match de barrage contre le Real, parce que même si le Real est pas extraordinairement fringant, je trouve le Real quand même plus solide que City. Mais ouais, c'est vrai que c'est un downfall assez invraisemblable. Pépito me dit Rudiger blessé hier avec Madrid, qui n'a plus que Tchouaméni et le jeune Asensio pour jouer en défense centrale. Pensez-vous que le championnat ou les des champions puisse leur échapper du fait que le club ne veuille pas se renforcer à ce poste au mercato? C'est vrai que le Real est d'une pingrerie assez extraordinaire. On a l'impression que maintenant le but du Real, c'est toujours d'avoir des joueurs libres. Hein. Voilà, ils voulaient avoir Euro libre, ils veulent avoir Alexander-Arnold libre, ils ont eu Mbappé libre. À un moment donné, tu peux aussi de temps en temps investir de l'argent sur un joueur, surtout quand tu as une équipe qui joue quand même depuis maintenant plus d'1 an sans Alaba, depuis maintenant plusieurs mois sans Carvajal, sans Militao, maintenant qu'il y a Rudiger qui est blessé pendant 1 mois. Effectivement, là, tu tapes dans tes réserves. Et ça commence à être très très compliqué. Et je pense qu'en l'état actuel, le Real n'a aucune chance de conserver sa Ligue des Champions. Bon, la Liga, ils ont quelque part la chance que leurs adversaires directs, que ce soit l'Atlético ou le Barça, soient pas non plus d'une régularité affolante, parce que le Barça n'a gagné que 1-0 contre Alaves ce week-end. Alors que le Real a perdu à l'Espagnol, ce qui prouve aussi qu'en Espagne, même les matchs contre les équipes de queue de classement sont très compliqués. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où ce serait bien aussi que le Real, qui est quand même un club d'une puissance financière énorme, de temps en temps investisse sur 2-3 joueurs, sans compter effectivement du non-remplacement de Toni Kroos. Yvous me dit on sent monter une tension chez les supporters marseillais se disant victimes de l'arbitrage. N'y a-t-il pas un danger pour Longoria, Benassia à attiser le feu et à ne plus savoir comment l'éteindre? N'y a-t-il pas un risque de violence sur arbitre à force? Alors violence sur arbitre, je ne pense pas, parce que ça ne peut être que le fait d'un dégénéré. Et bon, un dégénéré, je pense pas qu'il lise tant que ça les journaux ou qu'il soit sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit, je pense que cette propension à faire un communiqué dès qu'il y a quelque chose qui va pas pour tout et pour rien n'est pas une solution. On a eu le communiqué après l'arbitrage contre Strasbourg, le communiqué après la banderole à Nice, le communiqué après la suspension de Benassia. Alors c'est vrai que ponctuellement, ils ont pas toujours tort. Moi, j'ai pas vu de racisme dans la banderole à Nice. J'ai trouvé que c'était choquant, vulgaire, déplacé, tout ce qu'on veut. Raciste. De toute façon, raciste, maintenant, c'est le joker ultime. Dès que tu fais un truc, hop, raciste. Donc, c'est un peu compliqué. La suspension de Benassia, comme je l'ai déjà dit, il était récidiviste cette année puisqu'il avait déjà été sanctionné pour son attitude à Lyon. Ce qui n'était pas le cas d'Olivier Létang. Encore une fois, je l'ai dit, mais ça les gens n'ont pas écouté la phrase jusqu'au bout. Je pense que les deux auraient dû être sanctionnés pareil, 1 mois tous les deux, ça me paraît plus juste. Maintenant, est-ce que chouiner et faire appel, ça va leur apporter quelque chose? Je pense pas.
après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Geoffrey Gagneur, on sait que vous n'êtes pas un grand fan de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, mais la manne financière que cela rapporte au club ne va-t-elle pas permettre à nos clubs français qui y participent de rester des équipes compétitives? C'est même beaucoup plus important que ça. C'est qu'aujourd'hui, et je vais rendre hommage à mon ami Marc Keller, qui avait mis le doigt sur ce phénomène aujourd'hui, lorsqu'il a vendu le Racing Club de Strasbourg à Bluco, il m'a tenu le raisonnement suivant, il m'a dit, voilà, les droits TV en France s'effondrent, et les droits des ligues européens augmentent terriblement. Je veux dire, aujourd'hui, il est vital pour un club d'être européen régulièrement. Je veux dire, regardez une équipe comme Brest. Brest, elle a déjà gagné 50 millions d'euros avec la Ligue des Champions. C'est déjà plus que leur budget annuel. C'est évidemment quelque chose, en plus, vu comment est géré le stade brestois, c'est-à-dire avec parcimonie et intelligence, c'est quelque chose qui va permettre au club breton de capitaliser sur les peut-être 2-3 saisons suivantes et de conserver une équipe d'un bon niveau. Il est évident qu'aujourd'hui, être européen va devenir vital pour les grands clubs français et même les autres. Je veux dire, un club comme Lille aujourd'hui, c'est sûr que Lille, il y aura 2 budgets. Il y aura Lille hors Ligue des Champions et Lille pas hors Ligue des Champions. Et c'est évident que ça rapporte beaucoup d'argent, beaucoup plus, beaucoup trop, par exemple, que par rapport au championnat. Mais voilà, c'est comme ça. C'est une donnée à prendre en compte dans le temps qui arrive. Jackie Boy me dit, Gouiri qui a signé à l'OM, est-il un choix surprenant, sachant que depuis qu'il est à Rennes, il a des statistiques très mauvaises? C'est vrai que je suis un petit peu effaré. Je suis pas tant effaré que ça que Gouiri signe à Marseille, parce que c'est vrai que compte tenu des finances dont disposait l'OM, il n'y avait pas forcément moyen d'avoir beaucoup mieux. Mais je suis effaré du prix, quoi. Je veux dire, 20 millions pour Gouiri, voilà, quoi. Si tu mets 20 millions pour Gouiri, c'est combien pour Mbappé, quoi. Voilà, tout est une question de proportion. De toute façon, on voit bien qu'à Marseille, qu'il y a une lessiveuse qui est en route en permanence. Maintenant, voilà, les joueurs arrivent, au bout de 3 mois ou 4 mois, ils sont pas performants, ils repartent. C'est le cas de Wai, c'est le cas de Brassier. C'est une méthode, c'est la méthode Longoria. Il fait ça depuis qu'il est à l'OM. Pour l'instant, ça marche pas trop mal puisque le club est quand même, en tout cas cette année, bien classé. Mais c'est difficile de construire quelque chose sur le long terme avec ça, quoi. Keke Detaon me dit, Nantes a recruté Cédouceau, Anthony Lopez et Francis Coquelin pour 0 €. Au vu de la situation du club, peut-on dire que c'est un des meilleurs mercatos cet hiver? C'est excellent. C'est excellent. Alors après, Cédouceau, c'est un prêt sans option d'achat. Hein. Enfin, moi qui suis évidemment tous les matchs de Strasbourg, j'étais pas étonné, parce que Mamadou Sarr, qui lui a pris sa place à Strasbourg, est vraiment un monstre d'avenir au poste d'arrière central. Mais enfin, Cédouceau n'a jamais vraiment failli en défense centrale avec le Racing. Je suis pas surpris que ces 2 premiers matchs avec Nantes, ils prennent des points. Anthony Lopez, c'est évident que c'est un plus. Et Francis Coquelin, s'il retrouve le rythme qu'il a pu avoir par le passé, ce sera évidemment une excellente recrue. Donc effectivement, c'est un recrutement intelligent. Et c'est pas si souvent à Nantes qu'on puisse ne pas le noter. Jackie Boy me dit, avez-vous suivi le match du 15 de France vendredi et la belle victoire des Bleus? Ouais, d'un œil. Vous savez, moi, le rugby, ce n'est pas une grande passion pour moi. J'aime bien cette équipe de France de Galtier parce que elle est spectaculaire, parce que ça joue beaucoup avec les lignes arrière. C'est vrai qu'il y a une époque où je trouvais le rugby extrêmement chiant quand ça se jouait beaucoup sur les packs d'avant. Voilà, je suis pas assez connaisseur pour apprécier ce rugby. Moi, j'ai besoin de grandes envolées lyriques et de passes. Et c'est vrai que Dupont, Ntamak, Biel-Barret, tout ça, c'est chouette à regarder. Après, on sait que c'était le match le plus facile de ce tournoi des 5 nations.
La France l'a gagné, très bien gagné, 42-0, donc on attend la suite samedi en Angleterre avec impatience. Pépito me dit quasiment 70 millions dépensés par Rennes cet hiver, contre 50 millions pour Lyon l'an dernier, qui était accusé de fausser le championnat par tout le monde, alors que pour Rennes, ça ne choque personne. Comment expliquer cette différence de traitement médiatique? Parce que malheureusement, en France, tu as une échelle d'intérêt pour les clubs, entre amour et haine, toujours, parce que ça veut dire que s'intéresser à un club, ça veut pas dire forcément que tu l'apprécies, ça veut aussi dire parfois que tu le détestes. Donc dans ce domaine, tu as 1 PSG, 2 Marseille, 3 Lyon, et après, je dirais, tu as à peu près tous les autres qui sont au même niveau de désintérêt général. Alors évidemment, le supporter de Lens va me dire « Ouais, mais t'es con, Pierrot, il y a que Lens qui m'intéresse. » Oui, mais c'est toi, parce que t'es Lensois, le Brestois s'intéresse qu'à Brest. Mais, je veux dire, le mec qui aime le foot en France, il est soit supporter de Paris, soit supporter de l'OM, déteste l'autre, et c'est ce qui fait vivre de toute façon l'ensemble des rédactions, l'ensemble des émissions de télé et les choix des diffuseurs de mettre systématiquement Marseille le dimanche en prime time, ce qui est encore plus simple vu que cette année Marseille n'est pas engagé en Coupe d'Europe. Donc effectivement, si je prends cette échelle ce niveau de raisonnement, on s'en fout de ce qui se passe à Rennes, alors que Lyon, c'est quand même les 7 titres consécutifs, c'est Jean-Michel Aulas, c'est une surdomination sur le football français qui a beaucoup agacé, beaucoup créé de jalousie. Donc on aime bien taper sur Lyon, on n'aime pas taper sur Rennes. Rennes, globalement, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est pas plus choquant que Monaco, que Lyon dépense 60 millions ou 70 millions et Rennes fasse pareil. Ce qui est choquant, c'est que Rennes dépense autant d'argent sur ces 2 derniers mercatos pour recruter des joueurs aussi médiocres. Ça, c'est un vrai problème. Gonji Tito me dit « Le jeu du PSG d'Enrique est salué partout en Europe, sauf en France. Pourquoi ?» Parce qu'en France, on n'aime pas changer d'avis et on n'aime pas avoir tort. Je l'ai dit, depuis 1 an et demi, je me suis trop souvent profondément ennuyé avec le jeu de Luis Enrique et le PSG. J'ai très souvent trouvé que c'était la possession pour la possession, une absence de prise de risque dans certaines zones du terrain qui était problématique. Et là, il faut reconnaître depuis maintenant 1 mois et demi que c'est quelque chose qui a changé. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a effectivement aussi l'état de forme de certains joueurs offensifs comme Doué, Dembélé ou Barcola. Et évidemment, quand ces joueurs-là sont performants, le jeu prend tout de suite une autre tournure. C'est vrai aussi que le PSG maintenant a parfois un jeu plus direct. C'est vrai que je trouve qu'il y a plus de prise de risque des attaquants, mais encore une fois, je le dis, c'est normal que Désiré Doué prenne plus de risques avec la balle que Kangli. Oui, moi, j'ai aucun problème à dire que je me régale et que je me suis régalé à Brest-PSG et que je me suis ennuyé à PSG-Reims. Alors, c'est vrai que c'est aussi l'opposition qui fait ça. Reims qui joue à 10 derrière, c'est évidemment moins spectaculaire que Brest qui essaye de jouer son jeu du début à la fin du match. Maintenant, en Ligue des Champions, le PSG maintenant va se retrouver avec des équipes qui vont pas les attendre à 10 derrière, que ce soit en cas de qualification contre Brest, que ce soit Liverpool ou le Barça, les Anglais ou les Espagnols essaieront de battre le PSG en imposant leur jeu, et peut-être que ça offrira des possibilités à ce PSG.